Le plus fou avec l'intelligence artificielle, c'est son taux de croissance et la rapidité à laquelle elle s'est améliorée. Le dernier modèle, O3, est maintenant le 20e meilleur programmeur au monde. Les gens disent qu'il faut s'assurer que l'intelligence artificielle ne soit pas biaisée. Nous ne sommes pas les seuls à développer une intelligence artificielle avancée. C'est comme essayer d'arrêter l'eau d'un barrage avec ses mains. Jody Glidden, visionnaire de la tech, a réécrit son parcours en abandonnant le lycée. Il a cofondé IntroHive, une plateforme d'intelligence relationnelle qui a levé plus de 135 millions de dollars et atteint une valorisation de près de 500 millions. Son super pouvoir est de détecter les tendances avant qu'elles ne deviennent mainstream et de créer des systèmes qui transforment les relations en revenus. L'intelligence artificielle arrive. Elle sera sous sa meilleure forme pour nous aider à faire notre travail, mais à un moment donné, elle remplacera nos emplois. L'une des façons dont je me suis toujours adapté, c'est en restant ouvert à l'apprentissage, en regardant des vidéos et en étudiant, en lisant des livres. Cette compétence sera cruciale. Si on pense pouvoir arrêter d'apprendre après l'université, c'est fini pour nous. De Chalk Media, acquise par BlackBerry, à son rôle actuel de président-directeur général et fondateur de Postalize, Jody a constamment créé, développé et cédé des entreprises qui ont marqué leur secteur. Il ne s'agit pas seulement de logiciels, mais de personnes, de relations et de l'intelligence artificielle qui les anime. Jody construit plus qu'une entreprise. Il façonne l'avenir de nos interactions. Ouais, beaucoup de gens ont du mal à se concentrer. Si tu as simplement un plan et que tu restes concentré, tu seras déjà bien en avance sur la plupart des gens. Pour échapper à un ours, sois simplement plus rapide que les autres, pas forcément plus que l'ours lui-même. Très bien, Jody. Tu as donc créé et revendu 5 entreprises et maintenant, l'intelligence artificielle générative t'a ramené dans le monde des startups, dans l'univers des jeunes pousses. Alors, quelle est la capacité la plus époustouflante et effrayante que tu aies vu l'intelligence artificielle être capable de faire? Faire? Eh bien, je pense que la chose la plus folle à propos de l'intelligence artificielle, c'est la vitesse à laquelle elle a pu s'améliorer, parce que si je regarde il y a 2 ans, oui, c'était vraiment intéressant. C'était suffisamment intéressant pour que j'arrête ce que je faisais et que je m'y replonge, mais je n'avais vraiment aucune idée que ça allait en arriver là. Oh, tu sais, le tout dernier modèle 03 qui vient de sortir la semaine dernière est maintenant le 20e meilleur programmeur du monde. Et tu sais, il est pratiquement au niveau d'un doctorat en termes de capacité. C'est le premier qui peut réellement inventer de la nouvelle science comme le ferait un doctorant. Par exemple, tu vois, on n'a jamais vraiment pensé que quoi que ce soit allait arriver à ce niveau-là. De mon vivant, donc c'est... Depuis combien de temps l'intelligence artificielle existe-t-elle? Quel est le cadre temporel? Parce que je pense que la plupart des gens, écoute, c'est fou parce que ça évolue tellement vite, ouais, qu'il y a des gens qui n'y ont même jamais touché, il y a des gens qui tâtonnent, il y a des gens qui construisent avec, il y a des gens qui sont des utilisateurs assez compétents. Et je pense que même dans la catégorie des utilisateurs compétents de l'intelligence artificielle, je pense que la plupart des gens pensent surtout que c'est un agrégateur d'informations. Ouais, et ce mot wrapper. Ouais, wrapper, c'est ça. Ce n'est pas comme si ça inventait de nouvelles choses, ou la plupart des gens ne pensent pas que ça invente de nouvelles choses. Donc tu dis pareil que dans quelques années, on sera au niveau doctorat, où il pourra vraiment proposer ses propres idées. C'est ça, oui. Avant, il pouvait par exemple regarder plein de blagues et en créer une nouvelle en suivant ces mêmes schémas, mais toujours exactement selon les mêmes modèles. C'est le premier modèle, avec O3, qui a jamais été capable d'inventer un tout nouveau type de blague, par exemple, ou de regarder la science, disons, en physique quantique, et de vraiment proposer un nouveau concept. Pareil pour la médecine de l'acide désoxyribonucléique. On va voir de nouveaux médicaments inventés, on va voir de nouvelles avancées scientifiques dans l'astronautique et tout ça. Et maintenant, l'intelligence artificielle en est au point où, pour la première fois, elle est capable de s'améliorer elle-même aussi. Donc, pour répondre à ta question sur quand ça a commencé, c'était vraiment en novembre-décembre 2022, ce qui fait qu'on n'a même pas encore atteint les 3 ans. C'est incroyablement rapide. Donc, tu sais, j'ai lancé la discussion en demandant quelle était la chose la plus effrayante que tu aies vu faire par l'intelligence artificielle, et ce n'est pas comme si elle était déjà capable de faire quelque chose de vraiment effrayant ou troublant, mais c'est juste la vitesse à laquelle elle s'améliore. C'est un peu effrayant, je trouve. Donc, je réfléchis beaucoup ces derniers temps à l'impact sur notre société, sur nos enfants.
pas du point de vue de l'éthique. Beaucoup de gens parlent de l'aspect éthique. Je pense que ce train-là est déjà passé depuis longtemps. Non, explique ça, par contre. Qu'est-ce que tu veux dire par le train de l'éthique est déjà passé? Eh bien, les gens disent, assurons-nous simplement qu'il n'y ait pas de biais ou ceci ou cela. Mais nous ne sommes pas les seules entreprises à développer l'intelligence artificielle. OpenAI n'est pas la seule entreprise à faire cela. Ce n'est même pas le seul pays à développer une intelligence artificielle avancée. Donc on ne peut pas simplement, c'est comme essayer d'arrêter l'eau d'un barrage avec ses mains, c'est impossible. Donc vous savez, l'intelligence artificielle arrive, elle sera à son meilleur niveau. Sous une forme qui va l'aider, vous savez, nous aider à faire notre travail, mais à un moment donné, elle remplacera nos emplois. Vous savez, pendant un certain temps, elle va nous augmenter, oui, et puis il y aura un moment où ils n'auront plus besoin de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, en ce moment, j'ai déjà l'impression qu'on est au point où ça nous augmente 3 ans après. Et comme toute technologie, je suppose que ça suit une sorte de courbe de croissance où, très bientôt, si ça s'améliore tout seul, ça va devenir exponentiellement plus efficace et plus utile. Et nous en sommes à 3 ans et maintenant, ça nous augmente déjà. Dans 6 ans, est-ce que ça sera déjà en train de remplacer la plupart des emplois que nous faisons aujourd'hui? Je pense qu'autour de la question du remplacement des emplois, il y a ce que ça peut faire, et puis il y a ce qu'on va le laisser faire en tant que société. Donc il y a des interventions gouvernementales dans chaque pays, chacun a sa propre approche et tout ça. Et vous savez, maintenant, nous avons nommé, par exemple, un tsar de l'intelligence artificielle, David Sachs, et ainsi de suite, pour en quelque sorte donner la vision des États-Unis sur ce que nous allons faire. Mais une des choses les plus importantes que j'entends souvent, c'est « Eh bien, vous savez, je vais sur ChatGPT et il ne pourrait absolument pas faire mon travail. » C'est exact. Mais il y a tout un tas de gens qui créent des entreprises comme la mienne, et vous savez, 1 million d'autres, où il nous faudra peut-être 3 à 5 ans pour atteindre notre objectif, mais cela finira par accomplir complètement un certain travail, que ce soit le support client qui est déjà en train d'être automatisé, ou peut-être le poste de Sales Development Representative, c'est-à-dire les personnes qui passent des appels et font de la prospection, les commerciaux débutants, n'est-ce pas? Les générateurs de prospects. Ils prennent les emplois les plus répétitifs et les plus simples. Cela était réalisé en premier, puis les tâches plus complexes viendront ensuite et ainsi de suite. Et je pense que c'est vraiment ce que vous voyez. Je vois parfois sur les forums des gens qui disent « Je ne vois encore rien de vraiment impressionnant à part ChatGPT. » C'est juste que vous ne l'avez pas encore vu. Est-ce que tu l'as déjà vu, toi? Parce que tu es dans ce domaine, tu construis dans ce domaine. Évidemment, tu es vraiment passionné par la technologie. Toute ta vie, tu as monté des entreprises tech. Donc, je pense que tu es plus avancé que la personne moyenne qui s'amuse juste avec ChatGPT le week-end. Tu as mentionné le 20e meilleur codeur au monde, niveau doctorat. Je sais qu'on parle beaucoup aussi des agents, des sortes d'agents autonomes qui peuvent accomplir des tâches une fois qu'on les a entraînés. Donc, selon toi, quelle est la chose la plus avancée qu'ils peuvent faire en ce moment, qui ferait peur à quelqu'un qui travaille dans la connaissance? Je veux dire, ça devient vraiment très bon maintenant pour faire tout le travail de bureau à gros volume. Par exemple, les assistants juridiques dans les cabinets d'avocats, c'est probablement très proche de pouvoir faire ce travail maintenant et sans erreur, sans erreur. Et les gens parlent, j'entends souvent des gens dire « oui, mais il y a les hallucinations et des choses comme ça ». Mais il existe des moyens de limiter les hallucinations et, vous savez, de faire des vérifications croisées et d'utiliser des algorithmes du type Perplexity. Donc, les gens disent souvent que ça ne marchera jamais à cause de... Et puis la raison qu'ils donnent, que c'est un problème qui date d'il y a 2 ans, vous voyez. Donc, quels sont... Comment les gens vont-ils apprendre ou améliorer leurs compétences si la technologie les remplace? Les jeunes diplômés seront les plus touchés, car il sera difficile pour eux de trouver un emploi désormais. Non, je pense que, vous savez, j'ai une fille maintenant, elle a 16 ans, et je pense que la chose la plus importante, c'est d'être agile. Il faut s'attendre à ce que le marché du travail dans lequel tu vas entrer soit imprévisible en ce moment, et donc une des façons dont je me suis toujours adapté, de toute façon.
C'est en étant ouvert à l'apprentissage et en acceptant qu'il y aura toujours une nouveauté, quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce que cette nouveauté reste à la page? Ne pas essayer de déléguer ça à d'autres personnes. Oui, vous savez, tout le week-end, toute la soirée, je regarde constamment des vidéos, j'étudie, je lis des livres, ce genre de choses. Ça va devenir une compétence plus importante que jamais. Parce que si on s'attend à, d'accord, on va aller au lycée, on va aller à l'université, et ensuite on a fini d'apprendre. Oui, c'est fini. Oui, et je crois que les gens l'ont réalisé pour la première fois pendant le COVID. S'ils n'ont pas amélioré leurs compétences et ont été licenciés pendant la pandémie, ils ont eu du mal à revenir sur le marché du travail avec les mêmes compétences depuis 20 ans. Ils n'ont pas amélioré leurs compétences, rencontrant des difficultés à trouver un nouvel emploi. L'intelligence artificielle empire la situation pour eux. Je pense que chacun doit commencer à agir comme un entrepreneur. C'est vraiment, ça va être une tendance, oui. Je vois déjà maintenant que la taille des entreprises diminue de façon spectaculaire, n'est-ce pas? On voit que les grandes entreprises comme Meta et Google et toutes ces entreprises réduisent leurs effectifs et atteignent toujours les mêmes résultats. Et aussi un chiffre d'affaires qui est supérieur. Et je pense qu'il y avait quelque chose à propos de Meta qui a réduit ses effectifs, a dépassé les chiffres de revenus et les gens leur reprochaient pourquoi licencier des gens. Je me dis, mais que feraient ces personnes? Oui, je sais, mais que font-ils chez Meta ou Google quand, exactement, les gens sont plus productifs et il faut penser que le mandat de l'entreprise est de faire croître l'entreprise, augmenter le chiffre d'affaires, réduire les dépenses. C'est leur travail, c'est leur travail. Donc, aussi difficile que cela puisse être, Tu sais, ce serait sympa si l'entreprise embauchait des gens juste pour embaucher des gens, mais au final, aucune entreprise n'agira jamais de cette façon. Donc, tu dois comprendre comment les entreprises agissent et ensuite te comporter en conséquence. En conséquence, c'est le monde dans lequel on vit. Ouais. Et c'est le monde dans lequel, tu sais, nos enfants vont évoluer et tout ça. J'ai également observé ce phénomène à plus petite échelle, ayant créé de nombreuses entreprises à partir de zéro, ce qu'on appelle de 0 à 1. Mais ces entreprises qui passent de 0 à 100 ou à plusieurs centaines de personnes, je pense qu'aujourd'hui, tu peux toujours construire ce même type d'entreprise avec moins de personnes. Et donc, si tu peux, tu dois le faire parce que les investisseurs ne te donneront que cette somme d'argent. Donc, je veux dire, Tu as créé plusieurs entreprises. Quelles sont les plus grandes différences dans ta façon de construire en 2025 par rapport à avant? Quelle était ta première entreprise et ça remonte à combien d'années? Je ne veux pas te vieillir. comme ça. Mais c'était il y a quelques années, non? Début des années 90. Ouais. Donc, Quand tu as lancé cette entreprise, qu'est-ce qui était vraiment différent dans ta façon de réfléchir pour passer de 0 à 1, pour démarrer, lever des fonds, embaucher? J'aimerais juste donner une idée de combien les choses ont changé et à quelle vitesse elles ont changé. oui, tu sais. Donc, ma première entreprise, c'était au début des années 90, puis à la fin des années 90. Et à l'époque, je pense que on était vraiment très limité en trésorerie. Et puis, au début des années 2000, tout à coup, l'argent était gratuit. Et maintenant, ça redevient plus contraint parce que les investisseurs savent qu'on peut y arriver avec moins d'argent. Donc, à l'époque, je faisais les choses de manière rentable, par exemple, tu vois, parce que c'était la seule façon que je connaissais d'utiliser l'idée. Ouais, exactement. Ouais. Mais je pense que maintenant, on passe à... tu sais, on fait toujours la même chose, on travaille toujours avec des contraintes de trésorerie, mais c'est incroyable ce qu'on arrive à accomplir en si peu de temps chez Postalise, ma nouvelle entreprise. D'un trimestre à l'autre, quand je retourne voir les clients ou les prospects et que je leur montre la liste des fonctionnalités qu'on a réalisées avec une équipe aussi réduite, ça impressionne vraiment les gens. Ça les épate. Lorsque tu dis que ça les épate, qu'est-ce qui est si impressionnant et que fait exactement le code? La plupart des gens n'y sont pas plongés et tout ce qu'ils entendent, c'est parler de no-code ou low-code. C'est ça. Mais c'est tout ce que la plupart des gens entendent à ce sujet, sans même savoir ce que ça signifie. Et je ne pense pas que ce soit vraiment de l'intelligence artificielle en réalité. Non, ce n'est pas ça, oui. Donc, ce sont des choses comme Bubble et des trucs comme Flutter. Mais là, on va encore plus loin. Je ne suis même pas sûr que ces outils soient encore pertinents. Je pense qu'ils deviennent obsolètes maintenant, parce que maintenant, tu peux vraiment générer du vrai code Java, du code Python, du code Node.js. Oui, avoir comme... Sans avoir beaucoup de connaissances.
J'ai vu un gars dans un podcast, c'était l'un des responsables chez Uber, et il a créé une application très très réussie, juste lui tout seul. C'est généré. Il n'était pas un gars technique, c'était plutôt un gars du développement commercial. Oui. Il n'a pas de personnel, c'est juste lui qui a tout appris en autodidacte, ce qu'on appelle aujourd'hui le vibe coding. Et il a construit et est-ce que c'est aussi simple que d'aller sur ChatGPT et de dire littéralement « J'ai besoin de créer cette appli, peux-tu la coder pour moi ?» puis de prendre ce code et de l'héberger quelque part? Eh bien, où est-ce que la plupart du temps, il va se tromper? Mais si je regarde ce qui se passait il y a 1 an et demi, le code qu'il produisait à l'époque comparé à celui qu'il produit aujourd'hui, il y a très peu d'erreurs, alors qu'avant il y en avait beaucoup. Donc ça ne fait que s'améliorer de plus en plus. En plus de ça, tu dois avoir des connaissances. Plus tu as de connaissances en programmation, meilleur tu seras pour... Si c'est à 90% du résultat, tu peux y jeter un œil. Et ça fait quand même énormément de temps gagné. C'est en effet ce dont de nombreux développeurs parlent. Cela représente 90% du travail. Bien que maintenant, avec des produits comme Cursor et certains des nouveaux modèles comme 03, je dirais qu'on peut s'approcher de 95-96%. Dans le passé, tu as dit que ce serait ta dernière entreprise avant que l'intelligence artificielle n'arrive. Donc, je veux dire, je ris parce que je m'assois avec tellement d'entrepreneurs et chaque fois qu'ils disent qu'ils en ont fini, c'est toujours un mensonge. C'est comme un mensonge permanent. Alors, de quoi s'agissait-il? Je pense connaître la réponse, mais je veux l'entendre de ta part. Qu'est-ce qui t'a autant enthousiasmé dans l'intelligence artificielle générative? Je sais que c'est efficace. Je sais que l'intelligence artificielle générative peut faire des choses incroyables et représente l'avenir. Mais pourquoi vouloir t'y investir et tout recommencer à chaque fois alors que tu n'as plus besoin de travailler? N'est-ce pas un peu plus épuisant à chaque tentative? Et ce n'est pas moins douloureux. Je sais que le codage peut être plus facile, mais c'est pareil pour tout le monde. Oui, exactement. La concurrence est plus forte, exactement. Oui, non, je dirais que oui, j'allais arrêter mais je pense que maintenant, ce qui m'a vraiment retenu, c'est plusieurs choses. Je m'inquiète un peu pour les générations futures. Donc, je pense qu'il ne reste peut-être que, vous savez, 3 à 10 ans pour gagner de l'argent avant que la classe moyenne ne soit complètement anéantie là-bas, parce qu'il pourrait y avoir tellement d'emplois manuels et d'emplois de bureau qui seront remplacés. Les emplois de bureau par l'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui et les emplois manuels par la robotique et tout ce qui arrive peut-être dans 5 ans. Je me dis que peut-être que j'ai besoin de gagner plus. Oui, pour aider les générations futures, ma fille, vous voyez. Tout ça, je peux demander n'importe quoi à ChatGPT. Qu'est-ce que je dois vraiment savoir? Je sais comment interpréter la réponse d'un outil de chat génératif, donc qu'est-ce que je dois vraiment savoir? Juste assez pour l'interpréter et le solliciter. Ou, Eh bien, je pense vraiment que pour tout ça, que ce soit la physique, la chimie, les maths ou la programmation, ce qui relie tout ça, c'est la logique, oui, vous voyez. Donc, plus on devient bon en logique, plus c'est une compétence adaptable qui vous permettra de vous adapter à n'importe quel environnement. Apprendre, vous savez, un domaine et vous rendre utile. Je pense que créer une entreprise, c'est aussi un processus logique. Il faut déterminer ce que doit être le produit ou le service, analyser la taille du marché, la concurrence, comment choisir une bonne idée. Il faut apprendre tout ça. Ensuite, il faut comprendre comment convaincre un investisseur et apprendre tout ce qui concerne ce domaine. Mais ce sont tous des problèmes de logique, n'est-ce pas? Donc, si vous ne développez pas vos compétences logiques dès vos premières années, vous aurez probablement des difficultés plus tard, quand, comme vous l'avez dit, le principal travail sera de créer une entreprise. une entreprise d'une seule personne peut exister. L'un de mes graphiques potes préférés montre le nombre de personnes d'assets nécessaires pour générer $1 million de chiffre d'affaires annuel. Depuis les années 1940 ou 1950, il fallait environ 50 personnes. Et maintenant, pour faire $1 million. Vous savez, de chiffre d'affaires récurrent annuel ou de chiffre d'affaires annuel, il suffit d'une seule personne, oui. Et ce n'est même pas seulement 1 million, ça peut être plusieurs millions avec une extension Chrome ou autre chose. Il prédisait, je crois que Sam Altman l'a peut-être dit, mais beaucoup de gens l'ont dit aussi, qu'ils pensent que dans les prochaines années, il y aura quelqu'un qui va créer une entreprise d'1 milliard de dollars tout seul. C'est fou.
Quel serait l'un des ensembles de compétences entrepreneuriales les plus importants qui vous a aidé lorsque vous avez lancé votre première entreprise et qui est toujours pertinent? Je veux dire 5. Après plusieurs entreprises, je pense que la création de relations a probablement été l'élément clé, car il y a plusieurs obstacles différents que vous devez être capable de surmonter pour construire une entreprise prospère, et ce sont tous des obstacles vraiment difficiles. L'un d'eux est de recruter les meilleurs talents. Si vous embauchez des talents adéquats, vous n'y arriverez probablement pas. Oui, ça semble dingue, mais c'est ainsi. Vous devez recruter des personnes exceptionnelles, et c'est vraiment, vraiment difficile à faire. Pourquoi une personne exceptionnelle quitterait un emploi stable et bien payé pour une start-up fragile? C'est vraiment difficile. Je pense que ce sont les relations qui font ça, n'est-ce pas? Ils vous font confiance parce qu'ils ont déjà travaillé avec vous. J'ai toujours beaucoup travaillé sur mes relations avec les investisseurs et je m'assure que, même si je ne construis rien pour le moment, je garde ces relations avec les investisseurs vivantes. Et pour les relations avec mes meilleurs clients, je m'assure que, quand j'obtiens un client, je le fais se sentir valorisé et je reste en contact avec lui même après qu'il ne soit plus client, parce qu'il pourrait le redevenir la prochaine fois ou peut-être qu'ils peuvent s'entraider, vous voyez. Eh bien, je pense... Je veux dire, ta stratégie sur la façon dont tu construis des entreprises, c'est très intelligente parce que tu as toujours évolué dans le secteur de l'entreprise. Et je pense que tu pourrais peut-être parler un peu de la façon dont tu as, encore une fois, construit 5 entreprises dans ce secteur et de certaines leçons que tu en as tirées. Parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs, même après leur premier succès, sont un peu attirés par le syndrome de l'objet brillant. Puis ils partent dans une direction complètement différente et se compliquent la vie plus que nécessaire. Et je pense que je pense que le syndrome de l'objet brillant va presque de pair avec quelqu'un qui est assez curieux pour devenir entrepreneur à la base. Mais tu as vraiment bien réussi. Tu sais, peu importe toutes les différentes opportunités qui s'offrent à toi. Et quand on a un parcours comme le tien, il y a beaucoup d'opportunités différentes qu'on peut saisir. Tu as vraiment réussi à rester hyper concentré sur ce que tu connais le mieux. Et je pense que ça a probablement été l'une des clés, évidemment il y en a beaucoup, mais l'une des clés de ta réussite à plusieurs reprises. Je pense que c'est probablement la principale raison, oui, parce qu'on m'a proposé tellement de fois de devenir cofondateur dans une start-up orientée consommateur, où tu sais, toutes ces choses différentes, et ma réponse a toujours été « ça a l'air d'une super idée, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je n'y connais rien, et je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu ne sais pas ?» Et l'entreprise, le truc avec les entreprises, c'est que j'y ai travaillé suffisamment pour savoir comment fonctionnent les départements marketing, comment fonctionnent les départements financiers, comment fonctionnent les départements commerciaux. Je connais beaucoup de monde. Une chose que je dis toujours, c'est qu'il n'y a que 500 entreprises dans le Fortune 500. Donc, connaître beaucoup de ces personnes facilite grandement ton travail, n'est-ce pas? Alors, parle-moi des relations, parce que tu as mentionné quelques points. Donc, les relations sont essentielles. Et les relations seront probablement encore plus importantes à l'ère de l'intelligence artificielle, où tout le reste de l'entreprise est presque banalisé. C'est presque comme si c'était simple, et la barrière à l'entrée avec la technologie sera plus basse que jamais auparavant. Alors, quel est le facteur X qui va pousser une entreprise à choisir votre produit plutôt que celui de quelqu'un d'autre? Je vois. Je dirais de plus en plus, oui, la raison pour laquelle les gens perdent des clients, donc la rétention des clients diminue, ou les gens ne remportent pas un contrat, c'est parce que à l'ère du Covid, tout le monde s'est habitué à vendre par Zoom, oui, et on ne met plus autant l'accent sur la relation. Je pense que tu peux continuer à vendre par Zoom, mais la relation doit vraiment compter. Il faut vraiment montrer que, au-delà de ce que j'essaye de te vendre, est-ce qu'il y a une autre façon dont je peux t'aider? Est-ce que je peux te présenter des gens? Est-ce que je peux t'introduire auprès de clients? Être quelqu'un d'utile dans le monde, ça finit toujours par te revenir. L'intelligence artificielle va supprimer la composante humaine, n'est-ce pas, dans la construction d'une entreprise. Tu as trouvé un moyen de renforcer la composante humaine dans une certaine mesure avec Pastalize. C'est un peu comme ça que fonctionne l'entreprise, donc je pense que c'est probablement... Explique comment tu procèdes, mais je pense que c'est une vision plus saine de l'intelligence artificielle. Ouais, par exemple, j'ai remarqué dans ma propre vie, avec mes propres amitiés, que parfois j'allais voir un ami qui compte vraiment pour moi et je réalisais que ça faisait, tu sais, 2 mois qu'on n'avait pas dîné ensemble ou qu'on n'avait pas parlé ou quoi que ce soit et je me disais que ce n'était pas sain. Non, et donc très souvent,
c'est parce qu'on essaye tous d'organiser notre journée, mais on n'organise pas nos relations. Et depuis combien de temps n'a-t-on pas parlé à cette personne? Et il faut être capable de faire ça, de mesurer les relations, aussi scientifiques que cela puisse paraître. Mesurer les relations, celles qui vont être les plus importantes, celles que tu vas t'assurer de toujours entretenir, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Tu as construit plusieurs entreprises en restant en contact avec les investisseurs et les clients, même pendant tes temps morts. Tu gardes le lien avec tes anciens clients et tu restes actif dans ton réseau. Pour rendre une entreprise prospère, il faut attirer des talents de niveau A+. Il est important de rester en contact avec les employés et collègues exceptionnels des 5 dernières entreprises. Lors de la création d'une nouvelle entreprise, on essaie de les faire revenir pour travailler ensemble. Ouais, j'ai toujours fait en sorte que je vais te donner un bon exemple. L'un de mes meilleurs commerciaux voulait créer une nouvelle entreprise. Il est venu me voir et il m'a dit, tu sais, j'aimerais créer une nouvelle entreprise ou quelque chose comme ça. Au lieu de lui compliquer la vie, je lui ai dit, reste avec moi pendant 2 ans. Oui, je vais t'impliquer davantage dans tout ce qui concerne la levée de fonds, comment obtenir tes premiers clients et toutes ces choses-là. Je vais t'aider à devenir un meilleur fondateur. Reste simplement avec moi pendant 2 ans. Et il est resté avec moi, je crois, peut-être 4 ans. Puis il est parti créer une entreprise. Il a maintenant levé, je ne sais pas, 5 millions. Il est sur le point de lever, il prépare son prochain tour. Il s'en sort vraiment bien. Ouais, donc, on se parle régulièrement. Ça crée de la loyauté. Être utile, tu ne sais jamais quand ils voudront revenir et redevenir cofondateur un jour, c'est sûr à 100%. D'accord. Donc, ce que fait Postalise, c'est que, je veux dire, on est tous humains et on essaie tous, la plupart d'entre nous, essaient de maintenir nos relations. Et c'est difficile parce qu'il y a 1 million de choses qui se passent dans nos vies. Donc, ce que ça fait vraiment, c'est que ça t'aide à maintenir des relations à grande échelle en utilisant l'intelligence artificielle pour se concentrer sur et contacter les personnes les plus importantes dans nos vies. C'est bien ça? Oui, donc l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il observe simplement avec qui tu échanges des emails, avec qui tu as des réunions régulièrement, avec qui tu échanges des messages régulièrement, qui sont ces personnes, où travaillent-elles en ce moment, ce qui se passe dans leur vie, oui, et la vision à long terme, c'est simplement de t'aider à t'assurer que tu ne rates pas des choses vraiment importantes. Si quelqu'un que tu connais a un bébé et que tu ne le sais même pas, ou si quelqu'un obtient une promotion, ou si quelqu'un change d'entreprise, certains de ces événements sont des moments où tu devrais montrer de l'empathie, de l'enthousiasme, tu devrais t'engager avec eux, tu devrais les inviter à dîner. Peut-être que c'est une opportunité commerciale, mais si tu ne sais même pas que ces choses arrivent, comment pourrais-tu le faire? Si on s'appuie trop sur l'intelligence artificielle et qu'on s'appuie trop sur les logiciels et les outils, alors on finit par perdre la composante humaine dans toutes nos interactions. Tu sais, on en parlait même avant d'appuyer sur enregistrer, à quel point les médias et le podcasting vont devenir très importants parce que l'intelligence artificielle peut maintenant écrire probablement mieux que beaucoup de gens. Ce qui veut dire, quelle sera la raison pour laquelle tu liras l'écriture d'une personne plutôt que celle de Seth Godin, de Malcolm Gladwell ou d'un grand auteur ou de James Clear? La raison, c'est à cause de leur nom. Donc, je pense que ça va devenir très difficile pour les nouveaux écrivains de se faire un nom uniquement grâce à leur travail écrit. Et tu as aussi fait ce point parce que maintenant, les gens peuvent simplement utiliser l'intelligence artificielle pour écrire. Oui, je pense qu'on va probablement voir 100 fois plus de contenu écrit au cours des 3 prochaines années, ce qui va désensibiliser tout le monde au contenu écrit. Et je pense qu'on va voir une montée en valeur de la personnalité, de la célébrité, du podcasting, des choses comme ça, parce que, tu sais, j'écoute ton émission parce que toi, tu m'es familier et je sais à quoi m'attendre quand je regarde l'émission. Je sais, tu vois, je sais que ce sera toi et je sais le genre de choses que tu vas faire et je pense que ça va être l'une des dernières choses remplacées dans ce nouveau monde. C'est comme personnalité. Quand tu y penses, quand tu réfléchis, comment utiliser l'intelligence artificielle pour l'interaction humaine dans un contexte professionnel, même avant l'intelligence artificielle? Ce que je faisais quand je vendais et je formais aussi des équipes de vente à faire cela. Je disais aux gens d'enregistrer des vidéos d'eux-mêmes et d'envoyer ces vidéos aux prospects
comme de courtes vidéos de 30 à 45 secondes sur LinkedIn pour dire, bah, tu sais, 20 de leurs avatars de clients idéaux les plus parfaits et de faire cela à la fin de chaque journée. Et cela obtenait un taux de réponse bien plus élevé. Donc même, tu sais, c'était à l'époque des emails de masse. Et j'essayais un peu de me démarquer à cette époque-là. Donc maintenant, je pense que ce sera encore plus important parce que la seule chose que tu sais à l'époque, avant l'intelligence artificielle, quand je construisais encore des entreprises, avec les emails de masse, la chose qui pouvait te différencier serait soit une vidéo, ce que nous faisions, ou bien nous faisions des recherches manuellement sur la personne et nous l'incluions dans l'email, quelque chose qui donnait l'impression qu'il était impossible que ce soit un envoi de masse. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle même, les emails que tu reçois peuvent contenir des informations extraites par l'intelligence artificielle qui peut faire la recherche et envoyer l'email. Donc, tu ne sais même plus si c'est vraiment personnalisé ou si c'est juste quelque chose envoyé à grande échelle. Mais la vidéo pourrait alors être un élément différenciateur. La vidéo pourrait être un élément différenciateur. Il existe aussi un continuum de personnalisation. Oui, donc je pense que avant nous avions des modèles. D'accord, donc il y avait des entreprises comme Salesloft et Outreach qui avaient ces modèles. Et tu en as envoyé 1000 aujourd'hui. Et puis ensuite, on est passé à insérer une phrase. Donc prendre le modèle et insérer une phrase. D'accord, mais maintenant, je pense qu'il y a un potentiel. Et tu sais, l'une des choses sur lesquelles on travaille, c'est de fusionner, par exemple, quelle est ta personnalité, disons. Disons que tu es un vendeur. Qu'est-ce que tu vends? Quels sont les principaux avantages que tu proposes? Et que se passe-t-il dans le monde avec ton client ou une liste de prospects? Oui, fusionner ces deux choses ensemble. Adopter une véritable démarche de conseil, pas juste « j'ai remarqué que tu as tweeté ça », la façon la plus superficielle de personnaliser. Plutôt « j'ai remarqué que tu as licencié 10 de tes employés et il se trouve que nous avons quelque chose qui peut aider à cause de cela ». Ça, c'est une vraie démarche de conseil. C'est complètement différent. Et je pense que c'est là que tu comprends vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre à la fois ce qui se passe avec tous tes prospects, oui, et le bon moment pour les contacter afin de ne pas être agaçant. Oui, c'est exact. C'est vraiment le plus important. C'est ça, et c'est ce qui fait que c'est vraiment une approche de prospection à la pointe que tu peux mettre en place dès maintenant. Donc, je suppose que je me projetais un peu trop dans le futur quand j'ai dit ça. La vidéo va rester la seule chose que les gens ressentent comme vraiment humaine. Parce qu'à ce stade, ce que tu décris, ça n'existe pas encore vraiment pour la plupart des gens. La plupart des gens ne reçoivent pas cet email consultatif, hyper personnalisé. Il y aura un moment où ça deviendra la norme, où ce sera ce qu'il faudra faire, peut-être dans 2 ans, mais pour l'instant, ce n'est pas la norme, oui. Et si tu regardes du côté des consommateurs, ça se passe déjà, non? C'est comme quand j'ai une conversation, tu sais, avec ma copine à propos d'une voiture. Et tout à coup, je commence à recevoir des pubs exactement sur cette voiture. Oui, c'est ça. Et donc tu te dis, ah, la bonne chose au bon moment, bien sûr. Oui, exactement, exactement. Mais ça ne s'est pas vraiment produit dans l'entreprise. Et donc, c'est ça que J'essaye d'apporter ce qui est bizarre, en fait, quand on y pense, parce que quand tu vends à des entreprises, tu vends juste à des gens. C'est vrai, alors pourquoi on traite ça différemment? Ouais, eh bien, je pense que c'est parce que les gens ont toujours fait les choses comme ça. En entreprise, tout repose sur la recherche. Ils cherchent ce qu'ils veulent. Et puis ça, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Si vous engagiez Deloitte pour intervenir, parce que, vous savez, vous traversez un licenciement massif et que vous avez un problème, ce n'est pas ce que Deloitte ferait. Ils ne se contenteraient pas de regarder votre historique de recherche, n'est-ce pas? Ils analyseraient votre entreprise, consulteraient les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission et regarderaient les tendances réelles dans votre entreprise. Ils adopteraient une approche de conseil, proposeraient différentes solutions, vous les soumettrez. C'est ce que nous essayons de faire. Et vous pouvez le faire maintenant. Maintenant, vous pouvez le faire sans payer 100 000 $ à Deloitte. Nous essayons d'aider Deloitte. Oui, exactement. Pouvoir faire plus de ce qu'ils font bien, oui, vraiment. Donc, vous avez dit que l'intelligence artificielle générative pourrait être la plus grande chose qui soit arrivée de votre vivant, de notre vivant. Quelles sont d'autres idées auxquelles vous croyez sur la façon dont cela va transformer le travail professionnel? Donc, vous avez mentionné la robotique, vous avez mentionné que cela va aussi, évidemment, remplacer certains travailleurs du savoir. Y a-t-il d'autres choses que cela va faire à notre, vous savez, travail de 9 à 5? Je pense que cela va complètement changer notre système de justice pénale.
La magistrature, nous avons maintenant des humains qui examinent les affaires et essaient de comprendre. Tu te souviens quand la Federal Trade Commission examinait comment allait être Internet? J'ai oublié comment ça s'appelait. C'était une audience au Sénat? Non, ils regardaient si Comcast pouvait simplement restreindre ce qui allait passer sur notre Internet. Ah d'accord, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais bref. Ensuite, tu as des juges qui ne connaissent rien à la technique et qui essayent de trancher des affaires comme ça. Ah oui, j'ai vu le Sénat. Des auditions sur la crypto, oui, avec des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est la crypto. Et même sans parler de la crypto, quand tu regardes comme Zook ou n'importe lequel de ces dirigeants de la Facebook, Amazon, Netflix, Google ou des dirigeants tech qui sont assis devant le Sénat et qui témoignent, tu peux voir que le Sénat comprend peut-être 5% de ce qui se passe réellement dans les entreprises de ces gens-là et ils posent les questions les plus stupides. Parce que, c'est encore une fois, c'est pas un podcast politique, mais le monde change rapidement. Et ces gens-là ont eu leur poste depuis combien d'années et ils ont grandi dans un autre monde et ils ne sont pas des experts du sujet. Donc les questions qu'ils posent ne sont en fait pas très utiles parce que je suis quelqu'un de très technique. Oui, je lis tout. Tous les jours et Je regarde des podcasts. Et tout, chaque jour. Et si on me nommait juge? Pour trancher une affaire d'acide désoxyribonucléique, je ne suis pas qualifié actuellement. Vous savez, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et donc c'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle va inévitablement aider les juges à un moment donné. Probablement qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle deviendra le juge et la même chose arrivera avec les décisions politiques. Actuellement, en politique, comme les politiciens font les lois, je pense que ce qui va finir par arriver, c'est que vous aurez l'intelligence artificielle qui assistera les politiciens à faire les lois, et puis peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle sera elle-même la créatrice des lois. Cet épisode est présenté par Vanta. La sécurité est essentielle pour votre entreprise dans le paysage numérique actuel. Sans elle, les accords stagnent, les cycles de vente s'allongent et la croissance devient difficile. Les investisseurs, clients et partenaires s'attendent à de solides pratiques de sécurité avant de s'engager. Si vous ne pouvez pas prouver votre fiabilité, que vous soyez une start-up cherchant à décrocher son premier gros client ou une entreprise établie voulant améliorer sa sécurité, vous ratez des opportunités. Vanta aide les entreprises de toute taille à prouver qu'elles sont dignes de confiance en automatisant la conformité à travers 35 cadres comme System and Organization Controls 2, Organisation internationale de normalisation 27001 et HIPAA, les certifications exactes que vos prospects exigent. Voici pourquoi vous devez y prêter attention. Vantage vous rend le temps précieux que vous perdez actuellement avec la conformité. Leur plateforme automatise jusqu'à 90% des tâches fastidieuses de conformité. Elle vous aide à répondre aux questionnaires de sécurité jusqu'à 5 fois plus vite et vous met en contact avec des experts pour lancer votre programme de sécurité. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un rapport récent de International Data Corporation a révélé que les clients de Vanta réalisent plus de 535 000 $ de bénéfices par an et que la plateforme est rentabilisée en seulement 3 mois. Vous allez donc rejoindre plus de 10 000 entreprises mondiales comme Atlassian, Quora et Factory qui utilisent Vanta pour gérer les risques et prouver leur sécurité en temps réel. Ne manquez pas cette offre exclusive pour mes auditeurs. Une réduction de 1 000 $ sur Vanta pour une durée limitée. C'est une économie concrète pour vous. Rendez-vous sur vanta.com/Scott dès maintenant avant que cette offre n'expire. C'est VANTA/Scott. Prolon est un partenaire de réussite. Maintenant, de longues semaines et des week-ends chargés peuvent laisser tout le monde déprimé et fatigué. Nous travaillons sans arrêt. Et c'est pourquoi j'adore le régime de 5 jours qui imite le jeûne de Prolon. J'aime vraiment cette entreprise. Voici comment ça marche. Ils ont un régime imitant le jeûne qui vous régénère de l'intérieur vers l'extérieur. Ils livrent des soupes, encas et boissons à base de plantes pour maintenir votre corps en état de jeûne tout en vous nourrissant. Lorsque votre corps jeûne, cela déclenche le renouvellement cellulaire et c'est très efficace. C'est pourquoi j'aime le jeûne intermittent depuis tant d'années. C'est la magie de Prolong. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent de lancer leur programme de 5 jours de nouvelle génération. Ils offrent tous les avantages qu'ils avaient auparavant, mais maintenant, ils ont des ingrédients 100% biologiques dans tous leurs aliments, un meilleur goût et des repas prêts à manger. Les programmes Prolong facilitent le processus. Je me sens incroyable à chaque fois que je fais le programme original. Personnellement, j'ai hâte d'essayer cette nouvelle version améliorée. Si vous ne les avez jamais goûtés, vous allez adorer car l'ancienne version était déjà excellente.
J'ai hâte de découvrir les bienfaits du nouveau programme Prolon de 5 jours. Pour un temps limité, Prolon offre aux auditeurs de Success Story 15% de réduction sur tout le site et un cadeau bonus de 40 € lorsque vous vous abonnez à leur programme de 5 jours. Il vous suffit d'aller sur prolonlife.com/Clary pour obtenir votre réduction de 15 et votre cadeau bonus. prolonlife.com/Clary. Que penses-tu si quelqu'un cherche à améliorer ses compétences? Quel est le plus... Tu as mentionné la logique tout à l'heure, mais comment développe-t-on réellement la logique ou quelles sont d'autres compétences importantes que quelqu'un qui s'inquiète pour son emploi devrait commencer à maîtriser dès maintenant? Je pense que la chose la plus importante, c'est de prendre l'habitude de consacrer beaucoup plus de temps dans ta journée à apprendre, parce que la plupart d'entre nous passent, tu sais, 1 ou 2 heures par jour simplement à surfer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser ton temps. La meilleure façon d'utiliser ton temps, c'est... L'essentiel est d'avoir un plan. Le mois prochain, je veux apprendre sur... Tu sais, disons la programmation en intelligence artificielle, ou je veux apprendre la chimie, ou l'acide désoxyribonucléique, ou peu importe, et voici mon plan, et je vais me concentrer là-dessus. Beaucoup de gens ont du mal à se concentrer, et si tu mets juste un plan en place, si tu as juste un plan et que tu te concentres, tu seras tellement en avance sur la plupart des gens. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait cette vieille blague à ton sujet. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être plus rapide que l'ours. Tu dois juste être plus rapide que ceux qui ne peuvent pas distancer l'ours. Oui, exactement. Je pense que ça va être un peu comme ça. Il ne faut juste pas être celui qui traîne derrière. Tant que tu es devant tout le monde, je pense que tu t'en sortiras très bien pendant un bon moment. Tu as été témoin de plusieurs sortes de révolutions technologiques de première main. Qu'est-ce qui rend l'intelligence artificielle différente des autres technologies transformatrices avec lesquelles tu as travaillé ou que tu as vu ça? Eh bien oui, il y en a 3 grandes qui me viennent à l'esprit. Donc, tu sais, d'abord il y a eu Internet, n'est-ce pas? Parce que j'utilisais des ordinateurs pour développer des logiciels quand j'avais 8 ans, avant même qu'Internet existe. Et je me suis dit, waouh, l'email, c'est fou, je peux envoyer un message et ils peuvent le recevoir. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Je travaillais dans une entreprise à l'époque, on a fait passer tout le monde du dessin sur papier à l'ordinateur, et ça a probablement permis d'augmenter de 5 ou 10% le nombre d'offres qu'ils pouvaient soumettre en une journée. Et puis le mobile est arrivé. C'est alors que je me suis lancé dans la création de logiciels pour BlackBerry, réalisant que les gens avaient soudainement un appareil mobile en main. Nous pouvions diffuser du contenu à ces équipes de travail dispersées et les former rapidement. Cela a possiblement amélioré la productivité des gens de 5 à 10%. Et puis, vous savez, le cloud a eu un petit impact sur la productivité, mais je pense que l'intelligence artificielle est spectaculaire. Vous voyez des gens arriver et dire « Nous licencions 20-25% de notre personnel ». Imaginez ce qui se passera dans 3 ans. Donc, je pense que les gens devraient agir dès maintenant avec urgence. Pas pour empêcher l'intelligence artificielle d'arriver, c'est impossible, mais ils devraient essayer d'agir avec urgence pour apprendre. Construire est un aspect très intéressant. Il y a une énorme courbe d'adoption. Je viens d'écouter un podcast à ce sujet où OpenAI a publié qu'ils reçoivent, je crois que c'était 3 milliards de recherches par mois sur OpenAI et chose intéressante, même si cela semble énorme, puis Google a publié, et ils n'avaient pas publié ce chiffre depuis très longtemps, je crois depuis 2016 ou quelque chose comme ça, combien de recherches ils reçoivent, ce qui était, oh, mon Dieu, il faut que je retrouve les chiffres, c'était genre 13 milliards par jour ou quelque chose comme ça se comptait en milliers de milliards pour le total des recherches en, peu importe, 2025. Et ils n'ont publié ce chiffre qu'après qu'OpenAI ait publié le sien. En gros, tout va bien. Ouais. Et ils disent genre, non, écoutez, on dirige toujours le truc ici. Il faudra que je vérifie que ces chiffres sont corrects. Mais c'était l'idée générale. Donc oui, il y a une adoption massive. J'aimerais bien voir à quoi ressemble la courbe. Même si je sais, parce que je parie, enfin je le sais rien qu'avec ma propre utilisation, que j'utilise probablement Google aussi souvent que j'utilise ChatGPT, mais mes résultats sont nettement meilleurs sur ChatGPT et maintenant je dois faire défiler très loin. J'ai juste fait une recherche simple aujourd'hui.
J'ai cherché Admin Office 365 parce que je travaillais sur quelque chose et c'était genre le 6e ou 7e résultat sur la page. Tout le reste, c'était des pubs ou des gens qui manipulent le système. Et si je demande à ChatGPT, c'est comme, tu sais, j'ai eu quelques conversations, donc je l'ai juste cherché, c'est le résumé de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est exact, mais disons que j'ai mentionné 13 milliards par jour. Le résumé de l'intelligence artificielle sur Google disait 8,5 milliards par jour, environ 2000 milliards de recherches. Le podcast que j'ai écouté mentionnait 3000 milliards de recherches annuelles, ce qui est loin de ce que fait OpenAI. C'est OpenAI qui dit 3 milliards par mois, alors que Google dit entre 8 et 13 milliards par jour. Donc, énorme différence, mais tu as raison. Je pense qu'il va y avoir d'un point de vue commercial, il va y avoir tout un jeu pour essayer non seulement d'être bien classé sur Google et d'être référencé dans cet extrait d'intelligence artificielle de Google, mais aussi de trouver un moyen pour que ton entreprise soit proposée comme réponse sur Chat Generative Pre-trained Transformer. Le nouveau Search Engine Optimization sera difficile à maîtriser et personne n'a encore trouvé la solution. J'ai interviewé des propriétaires d'agences Search Engine Optimization qui génèrent entre 70 et 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, évidemment, ils sont plutôt bons dans ce qu'ils font. Et ils essaient justement de comprendre, d'accord, comment on fait, comment on devient la réponse. Quand tu demandes à ChatGPT, comment on devient la réponse, comment la pizzeria de Untel devient la réponse quand tu demandes, d'accord, où est-ce que je vais pour manger une pizza à New York? Et il va y avoir genre 10 restaurants qui s'affichent, comment je fais pour être l'un d'eux? C'est tout un nouveau jeu que les gens doivent maintenant apprendre à jouer d'un point de vue business, search engine optimization et marketing. Ouais, et je ne suis pas sûr que ce soit manipulable, tu vois, je ne sais pas, ça semble peut-être légèrement influençable, c'est l'impression que ça donne. Influenceable. Je pense que même le Search Engine Optimization en général est moins manipulable. Google est devenu très bon là-dessus. Je suis d'accord, ouais, mais tu sais, pour revenir sur votre point concernant la différence de trafic, tu te souviens quand Google disait, peut-être au début des années 2000, quand il disait qu'il faisait beaucoup d'efforts pour réduire le temps nécessaire pour obtenir tes résultats de recherche. Oui, avant ça prenait peut-être 1 seconde, puis ils ont réussi à le réduire à environ 0,1 seconde, ou quelque chose comme ça, et ils ont dit que chaque 0,1 seconde qu'ils réduisaient avait un impact d'environ 10 fois sur le trafic qu'ils recevaient. Oh oui, parce que les gens détestent attendre les réponses. Actuellement, lorsque vous posez une question sur ChatGPT, cela peut prendre une dizaine de secondes, mais cette latence ne durera pas éternellement. C'est une limitation matérielle, c'est le matériel et l'énergie en ce moment. Tu sais, on ne peut pas produire assez de puces pour suivre le rythme, que ce soit en tant que nation ou dans le monde entier, et on ne peut pas produire assez d'énergie. Mais ces deux problèmes vont être résolus. Il y a de plus en plus de puces qui sont créées tout le temps, et maintenant, le monde entier se tourne vers les sites micronucléaires et tout ce genre de choses. Donc, la production d'énergie, ce problème va disparaître. Et donc, ça veut dire que, parce que là, quand j'utilise ChatGPT ou Perplexity ou Claude, enfin, en fait, ChatGPT et Perplexity sont les deux qui peuvent vraiment faire des recherches approfondies. Ça prend un peu de temps. La partie recherche approfondie prend, je pense, 5, 10, 15 minutes, parfois un peu plus longtemps. Mais ensuite, c'est très complet, mais j'ai aussi constaté que ce n'est pas parfait non plus. Je veux dire, quand je lui demande de faire des recherches approfondies sur une personne, si je me prépare pour un podcast, parfois il trouve des informations sur la mauvaise personne, même non, ce genre de choses. Parfois, je lui demande de lire des documents et je dois lui demander 4 ou 5 fois de confirmer les informations qu'il a lues dans un document que j'ai téléchargé. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles c'est bien, oui, mais comme tout, ça reste encore un outil à ce stade. À ce stade, oui. Ça reste vraiment un outil. Et puis, tu regardes, genre Generative Pre-trained Transformer 3 qui vient juste de sortir la semaine dernière, et même sans lui demander de faire des recherches approfondies, il en fait quand même. Donc parfois, tes réponses reviennent en 45 secondes à 1 minute, et il est allé chercher plein de sources, exactement comme une vraie recherche approfondie. Oui, il l'a fait. Donc en fait, ces temps les vont vraiment chuter de façon spectaculaire grâce à ça, à la puissance de traitement, et la puissance de traitement est vraiment limitée par les puces et l'énergie. Quand on sait que tu es maintenant un entrepreneur dans l'intelligence artificielle, comment construis-tu une entreprise alors que la technologie évolue si rapidement? Parce que la façon dont je vois ce que tu construis, c'est comme si les directives légales de l'App Store changeaient toutes les 24 heures. Et c'est ce à quoi tu dois faire face en tant qu'entrepreneur.
Il semble qu'il y ait un avantage, mais tu dois constamment innover parce que tu construis sur des bases existantes. Oui, c'est toute la société en fait, tu sais, parce que je me souviens que l'année dernière, on a été surpris par l'annonce de nouvelles réglementations canadiennes où, oui, tout ce qui était assisté par l'intelligence artificielle devait porter un gros tampon indiquant assisté par l'intelligence artificielle, ce qui est un peu étrange parce que si j'avais mon vrai Brouillon et preuve anticipée. quelque chose pour moi ou remarque quelque chose pour moi, je n'ai pas à mettre un gros tampon dessus disant bien sûr que non. Mon assistant m'a aidé avec ça. C'est un peu... Mais bref, oui, tu te réveilles avec ces choses et tu te dis, waouh, il y a une nouvelle loi et je dois gérer ça. Oui, donc je pense que la même chose qui nous a aidé à réussir en tant qu'entrepreneur il y a 20 ans, c'est la rapidité, l'agilité. Si tu travailles 8 heures par jour, tu ne vas absolument pas t'en sortir. Tu sais, il faut y aller par à coup de vitesse. Oui, quand L'opportunité, c'est là et c'est désagréable. Mais c'est ce désagrément qui fait que toute la concurrence abandonne. Donc, si tu peux juste mieux le gérer que les autres et garder ce rythme, tu auras ces lois folles qui vont surgir puis tomber et tu dois juste esquiver et t'adapter. Donc, Tu sais, tu l'as mentionné avant, ça ne devient jamais facile. Construire une entreprise ne devient jamais facile. Donc maintenant, tu construis une autre entreprise. Enfin, on dirait que tu mets encore, tu sais, plus de 4-20 heures de travail par semaine là-dedans, au minimum, comme si tu n'arrêtais jamais vraiment. C'est comme s'il n'y avait jamais de moyen facile d'être fondateur, peu importe combien de fois tu le fais. Non, c'était le week-end de Pâques et on a travaillé tout le week-end, moi aussi. Oui, je ressens ça et je pense que c'est ce qui te permet de réussir. Je pense que si tu regardes certaines des leçons les plus importantes pour les entrepreneurs, c'est que ça va demander une quantité de travail ridicule pendant une période de ta vie et c'est ce que tu dois faire. c'est seulement pour la période difficile de construction de l'entreprise. Plus tard, comme à notre 13e ou 14e année chez IntraHive, les choses deviennent bien plus faciles. On a une marque, des clients satisfaits. Mais au début, pas de raccourci. Si tu ne peux pas fournir cette quantité de travail, mieux vaut ne pas essayer et travailler pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je pense que l'entrepreneuriat, N'est pas fait pour tout le monde. Je n'apprécie pas que les gens vendent cette image mensongère d'entrepreneur style de vie avec un ordinateur portable, ce qui est totalement faux. Cela demandera beaucoup de travail acharné. Il n'y a rien de passif là-dedans. Le texte semble incomplet. aucun équilibre entre vie professionnelle et privée, pas d'équilibre dans le travail. J'ai déjà entendu des gens demander comment faire. Je vais sur Reddit, sur les forums, comme pour We Combinator et vous savez, les startups. Est-ce que tu vas parfois sur Fat Financial Independence Retire Early? Pour nous, non, c'est en gros des gens qui veulent prendre leur retraite tôt et ne plus jamais travailler. Ouais. C'est comment structurer ta vie ou comment créer une entreprise ou trouver un travail qui te permet de prendre ta retraite à un âge ridiculement jeune. C'est ça, c'est tout le principe. Mais le point, c'est que oui, ça demandera toujours beaucoup de travail. Ouais, je pense que les gens qui s'y lancent en s'attendant à avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce n'est probablement pas fait pour eux. Je veux dire, ce n'est pas pour toi. Et je pense que les gens n'aiment pas ce message parce que ça donne l'impression que les gens se vantent ou quelque chose comme ça. En réalité, il y a une raison pour laquelle presque tous les entrepreneurs que vous avez vus dans les podcasts affirment cela. C'est parce que c'est tout simplement la réalité. C'est beaucoup de travail acharné. J'ai une personnalité. Et je pense que beaucoup de gens sont comme ça, où c'est amusant. Moi, je trouve ça super excitant de me réveiller et de travailler dessus. Tu pourrais essayer, et si tu essayes, tu pourrais trouver ça amusant aussi. Et il y aura des nuits où tu n'arriveras pas à dormir parce que tu te demandes comment tu vas payer les salaires. Ça arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou tu pensais avoir un client et puis tu le perds, ça arrive tout le temps, mais tant que tu peux trouver du plaisir, les bons jours sont vraiment incroyables. Oui, je sais que ça en vaut la peine. C'est ça qui te fait tenir, tu vois ce que je veux dire. Si tu penses à toutes les leçons qui ont été déterminantes pour t'aider à construire toutes tes entreprises, quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise, donc, qui t'aidera à lancer quelque chose de nouveau? Oui, une des choses c'est quelque chose que j'ai constaté encore et encore, c'est que quand je me heurte à un mur, généralement après plusieurs années, comme chez IntraHive, on a eu pratiquement 0 chiffre d'affaires pendant 4 ans et probablement vers la 3e année. Je pense que la plupart des gens auraient
abandonné et auraient dit laisse tomber. Mais je pense que beaucoup de startups qui réussissent tiennent environ un an de plus que la plupart des gens l'auraient fait, et j'ai vu ça encore et encore quand j'écoute les histoires des gens. Donc je pense que c'est l'une des compétences les plus importantes que tu puisses apprendre, c'est la résilience. Et c'est vraiment difficile à discerner. Suis-je résilient ou est-ce que je fais preuve d'une obstination irrationnelle? Et j'ai vu ça aussi, où quelqu'un est venu me voir et m'a dit qu'il avait une idée de start-up, sans vouloir offenser si tu écoutes, où il allait faire de l'art pour les étudiants. Et tout tournait autour de l'art pour les étudiants. Et je me disais que la taille du marché était terrible. Ce sont des gens qui n'auront pas beaucoup d'argent à dépenser. Tu vas vraiment avoir du mal. Et ils ont travaillé là-dessus pendant de nombreuses années. Et je me disais que c'est le corollaire. Tu dois t'assurer que tout le reste est en ta faveur, que la concurrence va, que la taille du marché va, qu'il y a un vrai besoin pour ce que tu fais. C'est juste que ça prend du temps. Et ça arrive quand tu choisis au début. Un créneau ou un secteur, tu as choisi un créneau spécifique. Encore une fois, 5 fois de suite qui a fonctionné pour toi. Mais cette première fois pour ce fondateur qui débute, comment décides-tu dans quoi te lancer? Parce que je n'apprécie pas le conseil. Suis ta passion. Je pense qu'il existe de bien meilleurs conseils. Et je sais pertinemment, je n'ai même pas besoin de t'avoir connu dans les années 90 quand tu as commencé, que l'entreprise n'est la passion de personne, non? Je n'étais pas passionné par la gestion de l'apprentissage en entreprise. Je sais ce que j'ai fait. Alors comment choisis-tu un secteur quand quelqu'un a toutes les options du monde? Quel conseil lui donnerais-tu? Je pense qu'il faut vraiment beaucoup lire à ce sujet. Il y a plein de très bons contenus, notamment de Steve Blank, Eric Ries, Peter Thiel, et beaucoup d'excellents podcasts, mais les choses les plus importantes, ce sont celles sur lesquelles les investisseurs vous évaluent. Les investisseurs vous évaluent toujours sur si tu cherches comment construire une bonne présentation pour investisseurs, ils parlent toujours de la taille de ton marché, de ta concurrence, de ton avantage concurrentiel, du problème que tu résous, comme Uber, tu vois. À l'époque, les taxis étaient horribles. Et, tu sais, si tu suis cette liste et que tu t'assures d'avoir un problème assez important avec un marché suffisamment grand, un prix assez élevé, une concurrence assez faible et un avantage concurrentiel solide, ce sont les points qui me viennent à l'esprit, alors tu devrais probablement t'en sortir. Comment tu réfléchis au timing quand tu lances une entreprise, à la fois en termes de maturité du marché, mais aussi de préparation personnelle? Oui, bon point. Je pense que la plupart des idées auxquelles tu penses, si elles auraient pu être réalisées il y a 3 ou 4 ans, tu devrais t'en éloigner. Vraiment? Tu ne crois pas au fait d'être comme Facebook par rapport à MySpace? C'est un bon point, car Google en est un autre bon exemple. Ils sont arrivés plus tard. Pour réussir, il faut être une bien meilleure version, pas juste une copie, ce que font beaucoup de gens. Et ça ne marche pas. Qu'en est-il de la préparation personnelle? Comment sais-tu si tu es personnellement prêt à lancer une entreprise? Si tu as le moindre doute, ce n'est probablement pas le bon moment. Chaque fois que je me suis lancé, je n'ai jamais hésité, j'étais à 100%. Je me disais, c'est une énorme opportunité, je n'arrive pas à croire que personne n'y ait pensé. Parfois, d'autres y avaient pensé, je ne savais juste pas qu'ils construisaient en même temps. Ressentais-tu toujours la même excitation pour tes projets de construction? Oh, ouais, j'avais l'habitude de garder un petit carnet. Avant qu'on ait des bloc-notes sur nos téléphones, mais je gardais un petit carnet et je me réveillais le matin. Parfois, je me disais, oh, c'était une bonne idée, alors je la notais. Je me souviens de l'une d'elles, c'était vers 2000 ou quelque chose comme ça, c'était que les étudiants puissent partager leurs devoirs, leurs notes et ce genre de choses entre eux. Comme une communauté étudiante, je me souviens d'une fois, vers 2008-2009, j'ai eu l'idée de créer un outil permettant aux entreprises et aux équipes de vente de communiquer entre elles. J'ai donc lancé Sales Mason, mais peu après, Chatter est sorti sur le marché. Donc oui, je gardais ces grandes listes de choses et puis je les attaquais petit à petit. Et si j'avais assez de conviction, je me disais, d'accord, vas-y. Et tu t'y mets à fond et tu y vas. Mais est-ce que, je veux dire, évidemment, cette première petite dose de motivation est sympa, mais elle ne dure pas éternellement. Est-ce que tu as gardé cette énergie pendant tout le processus de création ou est-ce qu'il y avait autre chose que tu as dû trouver pour continuer quand les choses n'allaient pas si bien? Oui, je pense qu'une des choses que c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer.
Surtout dans les premières années, c'était en quelque sorte le fait de prouver aux gens qu'ils avaient tort. J'avais un peu un complexe d'infériorité, oui, quand j'étais plus jeune, parce que je venais d'un milieu pauvre, tu sais, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas les vêtements que tous mes amis avaient à l'école, et c'était embarrassant, et j'ai dû essayer de trouver comment gagner mon propre argent et tout ce genre de choses. Donc plus tard, quand les gens me disaient que cette start-up n'allait pas réussir, c'est une idée terrible, ou peu importe, ça me motivait encore plus. J'aimais ça car je pouvais me dire « Ouais, tu sais, maintenant je me suis beaucoup calmé, c'est moins à propos de ça aujourd'hui. » C'est plus que j'adore. J'adore simplement l'intelligence artificielle, j'adore ce qu'on fait. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir ça et j'ai vu tellement d'entrepreneurs qui ont quelque chose comme ça. Ils ont soit une motivation extrême pour l'argent, soit un énorme complexe à prouver quelque chose ou autre chose. Quand tu construis quelque chose et que ça ne se passe pas bien, tu sais, tu n'avances pas, tu n'arrives pas à payer les salaires. Un client annule, poursuite judiciaire, démission d'une personne clé de l'entreprise. Comment tu gardes cette énergie? Parce que je trouve ça vraiment difficile, même si j'aime ce que je fais. Ouais, il y a des jours où je me dis « Oh mon Dieu, on dirait que le monde s'écroule. » Je ne le fais pas, je n'y arrive pas. C'est vraiment difficile. Ouais, je veux dire, je pense que j'ai un peu peur de l'échec. J'ai une croyance irrationnelle que je vais y arriver d'une façon ou d'une autre à chaque fois. Et au point où j'ai déjà écrit des chèques. Par exemple, quand les investisseurs ne voulaient pas, j'ai déjà fait des tours de table à la baisse, puis je suis revenu et j'ai réussi à lever des fonds. Et je me souviens d'avoir fait un tour de table à la baisse. Je ne nommerai pas l'entreprise parce que je pense que je n'en ai pas le droit, mais j'ai fait un tour de table à 80 centimes. Ouais, et les gens disent que c'est le baiser de la mort. J'ai continué ainsi pendant quelques années de plus. Et on l'a remonté, on a levé à 5 $ et quelques par action la fois suivante. Donc, parfois, il faut faire des choses que les gens disent « Oh, si tu fais ça, c'est fini pour toi. Mais si tu continues à avancer tant que tu fais des progrès. » Et que tu continues d'apporter de l'énergie et que tu gardes les bonnes personnes, en général, tout ira bien. Je veux juste prendre une seconde et... Remercier Cornbread Hemp de soutenir l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, les gummies cannabidioles de Cornbread Hemp ont été un très bon ajout à ma boîte à outils bien-être. Et je ne les utilise pas tous les jours, seulement quand je veux me détendre après ces semaines particulièrement chargées, mais ils sont parfaits pour ces moments où vous voulez relâcher la pression et simplement retrouver votre équilibre. Vraiment, juste déconnecter du travail et ce qui les rend spéciaux, c'est la façon dont Cornbread Hemp les fabrique. Ils n'utilisent que la fleur de plante de chanvre biologique certifiée United States Department of Agriculture. C'est la meilleure partie pour une expérience des plus pures et puissantes. Aucun agent de remplissage ni artifice. Juste de la pureté à spectre complet et de délicieuses saveurs de pastèque, de baie et de pêche. Je les garde dans ma table de nuit pour ces moments où j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour me détendre et j'adore aussi leur transparence. Chaque lot est testé par un laboratoire tiers, donc vous savez exactement ce que vous obtenez et ils ont préparé une offre spéciale pour tous les auditeurs du podcast Success Story. Les auditeurs peuvent économiser 30% sur leur première commande. Il vous suffit d'aller sur cornbreadhemp.com/success et d'utiliser le code success lors du paiement. C'est cornbreadhemp.com/success, code success, pour 30% de réduction sur votre première commande de ces incroyables bonbons gélifiés. FreshBooks soutient l'épisode d'aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà demandé comment les entrepreneurs à succès gèrent leurs finances en développant leur entreprise, la réponse est FreshBooks. Les chiffres sont éloquents. Plus de 30 millions d'utilisateurs ont choisi FreshBooks, traitant plus de 60 milliards de dollars en factures et économisant annuellement 192 heures sur les tâches comptables. Pensez-y, cela représente près de 8 jours complets. Vous pourriez ainsi vous concentrer à nouveau sur ce qui compte vraiment, développer votre entreprise. FreshBooks est plus qu'un logiciel de comptabilité. C'est votre centre de commande financier tout en un. Créez des devis pro, suivez le temps, facturez vos clients et enregistrez vos dépenses n'importe où. De plus, il s'intègre à plus de 100 outils professionnels que vous utilisez déjà avec un service client primé. Si vous en avez assez de crouler sous les reçus et de courir après les paiements, voici ce que je veux que vous fassiez. Démarrez votre essai gratuit de 30 jours sur freshbooks.com sans carte de crédit. J'ai une surprise spéciale pour tous les auditeurs de Success Story. Bénéficiez d'une réduction exclusive de 60% pendant 6 mois lorsque vous visitez freshbooks.com/pricing-offer. Transformez votre entreprise avec FreshBooks dès aujourd'hui. C'est freshbooks.com pricing-offer pour 60% de réduction. Vous avez une confiance en vous incroyable.
Probablement l'une des choses les plus importantes, à mon avis. Ouais, je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais j'ai vraiment beaucoup de confiance en moi. J'appelle ça une confiance irrationnelle en moi parce que, par exemple, je lis ces statistiques qui disent que les startups ont un taux d'échec de 90% et je me dis juste, ouais, ça ne sera pas moi. Mais c'est probablement, Je pense que tu as mentionné une excellente idée. J'adore vraiment le concept de rechercher le succès que tu vises. Arrive généralement 1 an après que tu aies abandonné, ouais. Et c'est parce que tu es dedans depuis si longtemps. Tu as tellement appris et l'énergie et les efforts que tu mets dans ta société ne correspondent pas aux résultats de l'entreprise. Donc tu te dis, je suis tellement compétent, j'ai tellement d'expérience, on fait tout correctement, pourquoi l'entreprise ne grandit-elle pas? Et c'est déprimant pour beaucoup de gens parce que la plupart des gens, tu sais, quand ils fournissent des efforts sans obtenir les résultats qu'ils pensent être mérités, ça crée cette friction. Et c'est probablement pour ça qu'ils abandonnent, parce que, ouais. Mais il faut savoir que s'ils continuaient, ouais, parce qu'ils étaient les experts et qu'ils faisaient tout le bon travail qui devait être fait, s'ils continuaient, finalement, les résultats finiraient par correspondre aux efforts. ouais, tu dois être très clair sur quels sont tes objectifs, tu vois. Tu sais, quelles sont les étapes pour obtenir les 10 premiers clients, tu vois? Et donc, si le produit ne trouve pas d'écho, tu ne peux pas juste continuer à faire la même chose. C'est la définition de la folie. Exactement, il faut ajuster les choses et se demander comment faire en sorte que ça résonne. Ok, discutons avec les clients, peaufinons notre méthode et établissons un plan. Tant que tu continues à te rapprocher de plus en plus, par définition, tu finiras par y arriver. Le produit final peut différer de l'idée de départ, mais tu y parviendras à condition de pouvoir financer le processus. En somme, c'est la capacité de persévérer et d'avancer dans la bonne direction. Oui, mais tu sais, voici un bon exemple. En 2020, on avait très peu d'argent à la banque. La société était déjà valorisée, je ne sais pas, à quelques centaines de millions de dollars. Et puis le Covid est arrivé et nos ventes sont passées de plusieurs ventes par semaine à zéro, et c'est resté à zéro pendant peut-être 6 à 8 semaines. Et les investisseurs, le conseil d'administration, ils me disaient, ils voulaient que je licencie 40% du personnel. Et on avait, je ne sais pas, peut-être qu'on avait 4 mois de paie restants, vraiment, oui. Et c'était une équipe énorme. On avait probablement 200 ou 300 personnes, quelque chose comme ça. Euh, et je me souviens avoir pensé que ça allait s'arranger tout seul, qu'on allait soit réussir à baisser la masse salariale sans réduire les effectifs. Alors j'ai juste expliqué le plan, j'ai fait les calculs et j'ai dit, d'accord, je crois que j'ai réduit mon salaire de 50%. J'ai annoncé une réduction de salaire de 50%. Au niveau inférieur, on envisage des réductions de salaire de 30%, 20%, etc. Pour les personnes les moins bien payées, on voulait essayer de faire en sorte qu'elles n'aient aucune réduction de salaire. Et puis on a aussi procédé à un licenciement d'environ 5%. Et ensuite on s'est dit, faisons-le tant qu'on le peut. Le taux d'approbation sur Glassdoor est monté au plus haut jamais atteint, même si on avait réduit le salaire de tout le monde, parce que tout le monde adhérait au plan et savait qu'on était tous convaincus. Ils étaient tous là à dire « On va s'en sortir. Encore un trimestre, 2 trimestres, quelque chose comme ça. » Et boum, on était de retour, tu vois. Comment fais-tu en tant que fondateur et président, directeur général, je veux dire, comment fais-tu pour que les gens adhèrent avec autant de conviction? Parce que c'est toujours important de faire en sorte que les gens croient en la vision et en ce que tu construis. Mais je pense que la plupart des leçons sur le fait d'embaucher les bonnes personnes et de leur faire partager ta vision, ces leçons viennent d'une situation où tout fonctionne bien et où tout ne part pas en vrille. Tu vois, c'est généralement très facile. Il suffit de faire monter les gens à bord de cette fusée. Mais quand les choses ne vont pas bien, quelle est la stratégie pour s'assurer qu'ils restent avec toi? Je pense que les gens peuvent ressentir la vérité. Tu sais, les gens peuvent deviner si tu es un peu genre pas, si tu essaies de leur raconter une histoire. Ouais, j'ai vraiment cru qu'on allait y arriver à ces moments-là. Je disais au conseil d'administration que j'étais convaincu de notre réussite.
Voici ce que je pense qu'il va se passer et pourquoi ce qu'on a est incroyable. Le risque est que si on ne le fait pas, on est sur le point de perdre quelque chose qui va devenir une nouvelle catégorie chez Enterprise Risk Management, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc je pense, comme je l'ai mentionné plus tôt, que la persuasion est probablement l'une des caractéristiques les plus importantes. La persuasion et la détermination sont probablement parmi les caractéristiques les plus importantes pour réussir en tant que fondateur. Et je pense que c'est parce que c'est vraiment, vraiment difficile et les gens peuvent ressentir votre énergie et votre conviction. Si les clients ne pensent pas que vous croyez en votre produit, ils ne l'achèteront pas. Si les investisseurs ne pensent pas que vous y croyez, ils n'investiront pas et les employés ne resteront pas non plus. Est-ce que c'était le plus gros pari que tu aies jamais pris? Probablement oui. Parce que si j'avais accepté la réduction de 40, on aurait pu atteindre l'équilibre et sauver l'entreprise. C'était aussi une grande partie de ma valeur nette à l'époque. Oui, mais je pensais qu'on allait perdre notre statut de leader dans la catégorie, et donc Il allait y avoir des conséquences. Une sorte d'effet papillon de manque de confiance, peut-être plus difficile d'attirer de bons talents à l'avenir. Personne ne voudrait travailler là-bas parce que tu as licencié 40 personnes. Alors comment savoir que tu ne vas pas recommencer? Tous les signaux auraient été négatifs. On était trop gros pour ça, je le ressentais. Sitôt, 6 semaines après le début de la pandémie, je me disais qu'on ne savait encore rien. La cause, la durée, l'impact sur le business. Je pensais qu'en 6 semaines de plus, on en saurait beaucoup plus. Si tu réfléchis à ce qui te motive, oublie le succès financier. Tu as mentionné que tu avais quelque chose à prouver. Oui, tu avais quelque chose à prouver. Quel est le moteur le plus important pour les fondateurs? Parce que je pense que le succès financier, oui, tout le monde veut gagner de l'argent, mais je pense que tu vas très vite te rendre compte, en construisant une entreprise, qu'il y a des moyens plus simples de gagner de l'argent, oui, que de créer une boîte. Je veux dire, oui, va dans la finance. Oui, va dans la finance. Va travailler pour Facebook, Amazon, Netflix, Google, oui. Il y a 1 million de façons de gagner de l'argent. Alors, quel est le moteur le plus important pour un fondateur? Qu'est-ce qu'il doit chercher? Et s'il le trouve? C'est un bon signe qu'il devrait monter une entreprise autour de ça. Je veux dire, si j'étais un investisseur cherchant à prédire quels fondateurs auront du succès, ce qui m'est arrivé puisque j'ai investi dans quelques startups, j'en ai investi dans 6 et 2 d'entre elles sont devenues assez grandes. Donc, je pense que la chose que je recherche, je crois que l'un des plus grands prédicteurs d'échecs, c'est quelqu'un qui veut vraiment juste être fondateur. Je pense que ça se voit chez eux. Ils se disent juste « Oh, c'est cool ». Ils veulent mettre à jour leur bio LinkedIn. Ouais. Ils veulent mettre président, directeur général dedans. Et en fait, ils vont mettre président, directeur général. Au lieu de mettre fondateur, ils vont mettre président, directeur général. Ils sont à tous les événements tech et tout ça. Je pense que c'est ça. C'est un mauvais prédicteur. Je pense que les meilleurs... et ça n'a pas toujours été moi, comme dans le cas du système de gestion de l'apprentissage. Là, oui, mais je pense que les meilleurs, c'est quand tu peux voir qu'ils aiment vraiment ce qu'ils construisent. Par exemple, j'ai rencontré un gars l'autre jour qui créait une plateforme pour les seconds avis sur le cancer. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Donc, quand tu vas chez un médecin et que tu es diagnostiqué avec un cancer, ouais. Le médecin en général, il va probablement te dissuader d'aller chercher un second avis parce que le deuxième médecin va très probablement te dire que, tu sais, le premier s'est trompé vraiment parce qu'ils veulent garder ton dossier. Tout le monde, oh, le cancer est un business aux États-Unis. Ça semble vraiment toxique. C'est très toxique. Et donc lui, ce gars-là, était vraiment passionné par le fait de s'assurer que les patients ne se fassent pas avoir et qu'ils aient une alternative beaucoup moins chère et plus précise. Et le premier médecin, tu pouvais juste le sentir dans sa façon d'en parler. Qu'il y croit vraiment, et qu'il y croit pour les bonnes raisons. Et sa façon de travailler est incroyable. Je recevais de ses nouvelles le week-end et le soir. Je me disais que ce gars allait réussir et que j'investirais probablement dans sa start-up. Et j'ai déjà vu ce schéma auparavant. Être absolument passionné par le problème, ouais. Je pense que c'est juste. Je pense que c'est une façon intelligente d'évaluer si un fondateur va réussir ou non. Je pense aussi que, tu sais, avoir un peu de conscience de soi quand on parle aux fondateurs,
avoir un peu de conscience de soi, c'est se demander pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu es vraiment passionné par le problème ou est-ce que c'est une question d'argent, une question de statut? Ouais, ouais. Et aussi, tu sais, on a parlé de comment ça mène à, tu sais, deux des choses les plus importantes qui sont la détermination et la conviction. Eh bien, ça te donne un peu les deux, tu ne trouves pas? Tu as l'impression que les gens doivent mettre leur vie ou leurs rêves en pause pour créer une entreprise ou bien est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il existe une version de l'entrepreneuriat où l'équilibre est vraiment possible? Autorisé, pas à ma connaissance. Tu sais, ma famille voulait aller au Japon depuis quelques années et moi, je dis toujours que j'adore le snowboard, j'adore tout au Japon, j'adorerais y aller, mais le nombre de fuseaux horaires de décalage, je ne peux pas. Faire un voyage de 10 jours au Japon, même si c'est un voyage de travail. Oui, je sais. Donc, je ne pense pas que ce soit possible dans les premières années. Une fois que tu as passé la série B, que tu as construit une machine, là, je pense que c'est possible. Quand tu as ces couches de management, les personnes qui peuvent t'aider, et quand tu peux vraiment t'éloigner, Oui, car une fois en série B, vous connaissez et avez optimisé vos indicateurs d'efficacité commerciale. À ce stade, vous avez une fluidité dans les machines de vente et de marketing, ce qui facilite grandement les choses. quel est un échec que tu as vécu qui t'a appris une leçon très importante? Peut-être quelque chose qui n'a pas marché et que tu n'as jamais partagé auparavant. Au lycée, donc c'était assez fou. J'étais, tu sais, toujours un très bon élève. Je participais à des concours, j'ai fini deuxième du pays en maths et tout ça. J'étais vraiment un très bon élève, mais je ne voulais pas aller en cours. Donc, je crois que j'ai séché quelque chose comme 40 jours d'école. C'est beaucoup, oui, en terminale. Et parce qu'ils avaient une règle où tu pouvais juste passer l'examen final. Et ils prenaient la meilleure note entre ton examen ou tes notes de l'année. Donc je me suis dit, peu importe, je vais juste passer l'examen. Le conseil scolaire s'est réuni et a mis en place une règle spéciale. Je pense que c'était à cause de moi, disant que si tu manquais plus de X jours, tu n'avais pas le droit d'obtenir ton diplôme. Et donc je n'ai pas eu mon diplôme. Enfin, finalement, ce que j'ai dû faire, c'est retourner. Enfin, j'ai tout essayé. Comme quelqu'un avec une mentalité de fondateur, j'ai fait une pétition auprès du conseil scolaire, je me suis battu et tout, et j'ai perdu, et j'étais tellement déçu. Tout le monde a pu obtenir son diplôme, sauf moi, et c'était tellement embarrassant. J'avais déjà été préaccepté dans l'université que je voulais, et tout. J'ai dû suivre frénétiquement des cours d'été pour rattraper tout ça. Oh mon Dieu. Et j'ai fait des cours d'été tout l'été, puis je suis entré, mais c'était embarrassant et traumatisant et tout le reste. Non, c'est vraiment un état d'esprit d'entrepreneur d'essayer de contourner le système, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Juste tout sauter, passer l'examen final, ces notes compteront et Puis je suis- ça va, tu iras bien, ce n'était pas bien. Ouais, mais c'est ça le truc. Est-ce que tu penses que les gens naissent entrepreneurs ou qu'ils l'apprennent? Parce que je trouve toujours que les entrepreneurs pensent toujours différemment. Ils essaient toujours de pirater le système ou de, tu vois, ils essaient de penser en dehors des sentiers battus tout le temps. C'est comme si leur mode de fonctionnement par défaut était juste en dehors de la boîte. Ouais, je me suis un peu posé la question parce que enfin, la façon dont j'y pensais, c'est il faut une certaine dose de défiance, je pense, et je crois que c'est probablement vrai, parce que la plupart des gens que je connais qui sont devenus des fondateurs à succès, regarde Travis Kalanick chez Uber par exemple, il y avait des lois en place qui auraient dû l'empêcher de construire cette entreprise, et il a juste dit, on va le faire quand même. Il allait dans une nouvelle juridiction et trouvait un moyen de contourner les règles, et Airbnb, c'est pareil. Donc je pense qu'il faut avoir un certain il faut avoir une combinaison qui est assez étrange, mais il faut une combinaison de défiance et, tu sais, parfois enfreindre les règles, mais aussi être organisé, être un surperformant, avoir de la conviction, tu vois. Ça ne va pas toujours ensemble. Non, c'est une combinaison très unique et souvent ça finit. Il y a des gens qui échouent à l'école, d'autres qui réussissent jusqu'à un certain niveau, puis abandonnent l'université. On retrouve tous ces différents profils, tu vois. Si les gens
Tu sais, si quelqu'un écoute ceci, je pense que tu as apporté beaucoup de valeur sur ce qu'il faut pour être un fondateur et aussi donner aux gens une très bonne vue d'ensemble de là où nous en sommes avec l'intelligence artificielle en ce moment. Mais si quelqu'un veut un peu suivre tes traces, tu sais, marcher sur ton chemin, ou dis-tu aux gens d'aller faire des recherches et de se former? On a beaucoup parlé de monter en compétences et de rester pertinent. Alors, quelle est ta recommandation pour quelqu'un qui veut rester pertinent, qui ne veut pas passer ses soirées à regarder Netflix, mais qui veut s'assurer de savoir ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, qu'ils veuillent en créer une entreprise ou simplement ne pas être remplacés dans leur travail? Où doivent-ils aller? Je pense que je commencerai à élaborer un plan pour savoir comment, en cas d'urgence, tu pourrais lancer une entreprise, probablement une entreprise technologique, et quels sont les écarts de compétences qui te manquent actuellement pour y parvenir. Donc, quelles sont les compétences commerciales que je dois connaître? Quelles sont les compétences en marketing que je dois acquérir? Quelles sont les compétences en vente? Les compétences en codage potentiellement. Et tu sais, beaucoup de ces choses peuvent s'apprendre simplement en regardant des podcasts et puis on en arrive à se dire, bon, j'en suis arrivé là. Avec ma base de connaissances, je peux maintenant approfondir mes recherches sur l'intelligence artificielle ou lire un livre. Mais je pense que, tu sais, une des choses dont j'étais vraiment content d'avoir fait tôt dans ma carrière, c'est que j'ai grandi en passant par le côté technique. Et puis un jour, je me suis dit, j'embauche ces commerciaux, mais je ne sais pas vraiment ce qu'ils font chaque jour. Je regarde leur travail, mais je ne me suis jamais mis à leur place. Donc, j'avais déjà été président-directeur général 2 fois, et je venais de rejoindre une entreprise, et j'ai pris un poste de commercial débutant parce que je me suis dit, j'adore ça, je veux voir ce que ça fait. Et tu l'as juste fait. Tu as appris. Ouais. Et pendant 4 mois, c'était horrible. On me raccrochait au nez tout le temps, tu vois. Mais finalement, je me suis dit, ah, maintenant je comprends. Maintenant, tu vois. Cela m'a rendu plus efficace en tant que leader, m'a permis de mieux structurer les équipes de vente et de mieux recruter des commerciaux. J'adore cette idée, c'est un sujet dont j'ai souvent parlé. Je pense qu'une partie de mon succès vient simplement du fait de comprendre les choses et de les faire. Et même, tu sais, il n'y a pas vraiment de tâches de vente ou de marketing, que ce soit trouver quelle ligne d'objet obtienne le meilleur taux d'ouverture, coder un site web, ou, tu sais, comprendre comment identifier un idéal customer profile et un persona acheteur, ou, je ne sais pas, apprendre à lancer une campagne Facebook et optimiser les pubs et les créations pour obtenir un meilleur retour sur les dépenses publicitaires. Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas fait au moins une fois. Et je pense que ça a été un super pouvoir parce que ça te permet d'abord dans la phase de 0 à 1, avant d'avoir de l'argent et avant de pouvoir déléguer, de lancer quelque chose au moins à un niveau très basique, mais aussi ça t'aide à recruter parce que tu peux voir qui raconte n'importe quoi. Ouais, et je pense certaines des pires erreurs que j'ai jamais faites en recrutement ont été d'embaucher quelqu'un trop tôt. Donc, par exemple, j'embauchais toujours un commercial et il lui fallait une éternité pour apprendre à vendre. Puis, j'ai réalisé que non, toutes les meilleures startups d'entreprise avaient un très bon fondateur qui vendait et ça leur prenait du temps. Mais finalement, quand le fondateur ne peut plus vendre, parce que tu débordes littéralement, ouais, alors là, tu embauches un commercial et ce sera beaucoup plus facile pour cette personne de réussir. Ouais, parce qu'ils savent quel est le processus, tu sais à quoi ressemble le succès, ils connaissent toutes les objections qui vont arriver et tout ça, tu vois. Donc, je pense que la plupart de nos instincts internes sont généralement, oh, je ne connais pas le marketing, je devrais embaucher un marketeur. Je ne connais pas la vente, je devrais embaucher un commercial. Et en général, tu rates une telle opportunité. Si tu regardes toutes les techniques de marketing que tu as apprises et tout ça, c'est tellement important pour nous compléter. Et puis, personne ne sera aussi passionné pour faire un excellent travail que la personne dont la vie est en jeu 1000 fois. 100%, et tu sais, il se peut que tu fasses une bonne embauche ou si tu te plantes et que tu ne sais pas comment faire toi-même, en gros, tu pourrais même pas t'en rendre compte. Tu pourrais même pas savoir et il y a vraiment de grandes chances que si tu embauches trop tôt et que tu fais la mauvaise embauche, ta boîte est foutue. Ouais, ou alors ce sera une erreur très coûteuse à rattraper. Ouais.
Bien sûr, d'accord. Où est-ce que les gens peuvent te contacter? Tu sais quel est le meilleur endroit pour eux et tu écris un livre. Je crois que le titre n'est pas encore dévoilé à ce stade. Ouais, ouais. Mais où est-ce que les gens peuvent te contacter? Sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Où veux-tu que les gens aillent? Ouais, probablement, je suis assez actif sur LinkedIn et Instagram, mais surtout sur LinkedIn. Et j'essaye d'être un peu sur Twitter, mais surtout Jody Glidden sur LinkedIn. Incroyable. Si tu devais choisir parmi toutes les choses que tu as apprises, j'aime toujours poser cette question juste pour conclure, mais tu as appris beaucoup de différentes idées, des tactiques qui t'ont aidé dans ta vie. Si tu ne pouvais transmettre qu'une seule de ces choses à tes enfants, l'une des idées les plus importantes, quelle serait cette idée et pourquoi? L'une des choses les plus importantes que j'essaie de transmettre à ma fille, c'est d'avoir comme la détermination, la passion pour quelque chose, j'espère, dans l'entrepreneuriat. Ouais, euh, parce que je pense que la passion te fera traverser beaucoup d'épreuves. Elle te poussera à demander à un expert. Tu sais, beaucoup de ce que nous apprenons tous vient de conversations comme celle-ci, n'est-ce pas? Comme tu sais, on a parlé avant que les caméras ne s'allument et tout ça. On apprend beaucoup les uns des autres et j'essaie de poser des questions aux gens tout le temps. Curiosité, passion, conviction. Il faut juste se soucier de quelque chose. Ouais, exactement. Et ça va te mettre en avance sur 99% des gens.